Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous vous retrouvons pour cette nouvelle saison sur Radio M avec une thématique. Nous traitons habituellement sur les ondes de notre radio, de votre radio, la transition énergétique, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous M. Ismaël Khennas, expert au long cours des politiques énergétiques, expert international, spécialiste des ENR. Il a occupé beaucoup de fonctions, on ne va pas pouvoir les citer toutes, on va juste retenir que vous avez été, M. Khennas, coordinateur du programme PNUD en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest. Nous avons beaucoup de choses à vous avoir avec nous aujourd'hui parce que nous allons pouvoir faire le point sur l'état des transitions énergétiques dans le monde. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, évidemment, on va profiter de votre présence pour, avant d'en arriver à ce qui nous intéresse en premier, la situation de la transition énergétique en Algérie, on va profiter de votre présence pour faire le point de ce qui se passe dans le monde il y a 20 ans, 30 ans. Vous étiez déjà sur ce chantier des transitions énergétiques et de la part des énergies renouvelables dans ces transitions-là. Est-ce que vous considérez, M. Khennas, que la transition, telle qu'on l'avait envisagée, se déroule un peu sur le rythme des espérances qu'elle avait soulevées il y a 20-30 ans? Oui, en fait, même la transition dépasse quelque peu les espérances, parce qu'à l'époque, on parlait de mégawatts, même de kilowatts. Ensuite, on a parlé de mégawatts, maintenant on parle de gigawatts. Donc, si l'on regarde les projections qui étaient faites à la fin des années 70, début des années 80, on peut dire que les prévisions, on a été, j'allais dire, ce qui a été projeté est bien en deçà de ce qui est effectivement réalisé. Mais on peut relativiser, on peut vous rétorquer que cela se fait dans le cadre d'une demande globale d'énergie qui, elle aussi, a explosé et qui est toujours compensée ou palliée par l'offre carbone, par l'énergie carbonée. Oui, effectivement, la demande a explosé, mais pas autant qu'on le pense, puisqu'il y a eu un moment, ce qu'on a appelé le découplage entre l'augmentation du produit intérieur brut et la consommation d'énergie. Mais la part des énergies renouvelables a effectivement beaucoup augmenté au cours de la période. D'ailleurs, elle a beaucoup augmenté au cours de ces 10 dernières années. C'est ce qui est quand même assez remarquable. Prévision début des années 70, et nous sommes en 2017. C'est assez remarquable comme progression, bien en deçà de ce qu'on pouvait espérer au début des années 70. Alors, un pays, dans les pays matures, globalement, on en est où la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique? Dans le bilan énergétique, les pays matures, prenons le cas de l'Allemagne par exemple, de l'Espagne, qui ont beaucoup investi dans le photovoltaïque, dans l'éolien. Au point de vue électricité, maintenant les énergies renouvelables représentent jusqu'à plus de 50% du bilan électrique. Et même on a eu des situations de quelques heures où l'électricité a été complètement fournie par des énergies renouvelables. Même un pays comme l'Angleterre a eu 2 heures, 3 heures dans l'année fournies uniquement par des énergies renouvelables. Impensable il y a à peine 10 ans. Oui. Alors, est-ce que le grand handicap, c'est bien d'évoquer ces 2 heures, le grand handicap qui reste encore un problème pour les énergies renouvelables, c'est la difficulté de la prédictabilité, c'est-à-dire le fait que ce ne soit pas quelque chose, que ce soit pour l'éolien ou le solaire, qui approvisionne le réseau en flux tendu tout le temps. Oui, c'est le gros problème. Actuellement, c'est ce qu'on appelle l'intermittence des énergies renouvelables. On a l'énergie renouvelable quand c'est de l'éolien, quand le vent souffle, quand on a du soleil. Mais il y a des progrès assez remarquables qui sont en train d'être faits en matière de stockage. Quand on parle de solaire, donc, il y a les 2 filières. Il y a la filière photovoltaïque, il y a la filière donc, à concentration, donc ce qu'on appelle les cylindres paraboliques par exemple, où on peut stocker quelques heures. Donc de plus en plus, on va arriver à un petit peu reculer la contrainte de l'intermittence des énergies renouvelables. Et en plus, quand on combine plusieurs types d'énergies renouvelables, par exemple éolien, solaire, on peut aussi réduire
Avoir du solaire en journée et de l'éolien par exemple, ou bien quand les réseaux sont interconnectés. On peut avoir du vent, par exemple, au Maroc, pas en Algérie. Il faudrait qu'il y ait des interconnexions et des échanges normaux entre les différents pays. Donc, cette contrainte, de plus en plus, pas sur un an, mais sur une période relativement longue, disons 10 ans, va être de plus en plus réduite. Alors, évidemment, derrière la pénétration de la part des ENR dans les bilans énergétiques des pays matures, il y a cette baisse des coûts, notamment dans le photovoltaïque, très forte dans l'éolien également. Mais est-ce que c'est un processus qui ne s'est pas ralenti depuis quelques années, notamment avec la crise financière? On a vu que les Espagnols ont arrêté leur système de subvention de ce type d'électricité, ce qui a conduit à une grosse crise dans le secteur, les Allemands également. La fin des aides à l'émergence des ENR n'a-t-elle pas ralenti leur pénétration dans l'approvisionnement en électricité? Ça a ralenti quelque peu, c'est vrai, mais ça a ralenti également parce que les subventions qui avaient été accordées à l'époque étaient assez généreuses. On ne s'attendait pas à une baisse des coûts aussi rapide. La baisse des coûts s'est opérée au cours de ces 2012, disons 2011, 2017. Il y a eu une baisse très très forte des coûts. Et par conséquent, les subventions, les tarifs de rachat, puisqu'on opérait comme ça, on accordait un prix. Et les pouvoirs publics se sont rendus compte que ce qui avait été accordé était trop généreux. Et donc, on a renégocié et on est arrivé à des prix beaucoup plus bas, ce qui est tout à fait normal dans la mesure où les firmes avaient déjà, j'allais dire, réalisé des profits assez substantiels. Et c'est le moment où il y a une forme de bulle dans la production des équipements, des panneaux, dans les pays européens notamment, qui a éclaté et qui a rendu possible l'émergence aujourd'hui d'un acteur nouveau et géant, qui est la Chine. Oui, il y a eu cette bulle. Si vous voulez, plus on consommait et plus les prix baissaient, et plus les Chinois, bien sûr, s'intéressaient au marché. Et finalement, les Chinois ont réalisé qu'il y avait une opération fantastique dans ce domaine. Ils ont beaucoup investi dans la production de modules photovoltaïques pour l'exportation et également, les Chinois ont beaucoup développé la réalisation de centrales solaires et éoliennes pour le marché intérieur. On peut dire un mot sur le progrès technique, notamment pour le photovoltaïque. C'est quoi? C'est une efficacité des cellules silicium qui est plus haute maintenant? On arrive à des taux de rendement plus importants? On arrive à des taux de rendement réels sur site plus importants. On a pratiquement gagné 50-60%. Et aussi les économies d'échelle. Si vous avez des usines qui produisent, disons, 1 gigawatt ou des usines qui produisent plusieurs gigawatts, donc les prix par watt, par unité, baissent. Donc c'est combiné, c'est des progrès technologiques assez remarquables qui continuent, mais pas au même rythme, et des économies d'échelle assez remarquables. Alors un dernier mot peut-être sur ce contexte mondial. Est-ce que le contre-choc pétrolier, le fait que les prix de l'énergie carbone aient baissé autant depuis 2014, notamment avec l'arrivée du non-conventionnel nord-américain, est-ce que c'est quand même pas une menace sur le développement des programmes d'énergie renouvelable dans le monde? Oui, dans une certaine... Enfin, c'est plus complexe. Dans une certaine mesure, le fait que le crédit carbone, on vend, le carbone moins cher. Donc, ça a eu un impact. Mais en même temps, ce qui s'est passé quand on regarde les autres formes d'énergie, par exemple l'électronucléaire ne progresse pas aussi rapidement pour plusieurs raisons. D'une part, le Fukushima, donc que l'on connaît bien, mais également la dérive des prix du nucléaire. Les dernières générations de centrales nucléaires, qu'on appelle les EPR, donc nucléaire avancé, sont excessivement chers. Beaucoup plus chers qu'on le pensait. Il y en a un qui est en Finlande, donc, qui doit être construit, qui est en construction presque terminée par EDF, qui a coûté peut-être 3 fois plus cher que prévu. Et donc là, ça a joué en faveur des énergies renouvelables. Dans une certaine mesure, oui, le carbone, ça a ralenti, mais à mon avis, ça devrait reprendre. Ça devrait reprendre peut-être notamment à cause de ce qui a marqué l'automne, la fin d'été dans les Caraïbes, États-Unis, la saison des ouragans qui sont
plus violent encore et dont on rattache la violence accentuée au réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Il y a eu des calculs qui ont été faits sur l'impact du changement climatique et les investissements qu'on pourrait faire pour justement réduire l'impact du changement climatique. Le bilan est positif. On a tout intérêt à investir, j'allais dire, dans la pénétration des énergies renouvelables, la diminution donc des énergies fossiles pour la production d'électricité, pour le transport, etc. Et globalement, le bilan sera positif. L'impact d'un ouragan, l'impact d'une sécheresse est considérable. Hein. Alors, Smaïl Khnez, j'ai envie de recueillir un peu votre premier sentiment sur votre pays, l'Algérie, sur sa politique de transition énergétique. Il y a un volet dont on ne va pas pouvoir beaucoup parler, c'est celui des économies d'énergie, qui est peut-être le premier gisement qu'il faut traiter, mais le gouvernement ne le fait pas suffisamment. Ce nouveau gouvernement, Yahya Kadr, se promet de le faire. C'est un peu un autre dossier. On va rester sur les ENR, parce que c'est quand même l'atout et on va dire le paramètre comparatif le plus fort dont dispose l'Algérie, notamment avec son gisement solaire du Sahara. 22 gigawatts pour 2030, est-ce que ça vous paraît un objectif réaliste et comment vous avez réagi quand le gouvernement a sorti en 2011 ce programme? Écoutez, moi quand j'ai vu 22 gigawatts, j'étais content, tout en sachant que ce n'est pas réaliste. Le fait déjà qu'on mette un chiffre aussi important, bon, on est optimiste, mais il faut être réaliste. Nous en sommes actuellement en 2016-2017. Tout ce qui est installé par Sonelgaz, c'est 19 gigawatts. Bon, on veut faire 22 gigawatts d'ici 2030, ça ne va pas se faire. Tout ce qui est installé dans le conventionnel. Toutes les centrales, tout ce qui est ce qu'on appelle la capacité installée en Algérie, fin 2016, on en est à 19 gigawatts. Oui. Ouais. Donc quand vous regardez ça, ça veut dire que sur 10 ans ou 12 ans, on va faire plus que ce qu'on a fait depuis l'indépendance. Depuis même avant l'indépendance. Donc, pour moi, c'est plus une vision. Je qualifierais ça de vision. Ce qui est intéressant, c'est de voir à l'intérieur de ces 22 gigawatts, quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a déjà fait. Au passage, on a déjà fait quelque chose. Hein. C'est bien de le rappeler. La filiale de Sonelgaz qui s'appelle SKTM, Tarat Boutajdida, a un programme qui s'intègre dans ces 22 gigawatts ou 22 000 mégawatts. Un programme de 343 mégawatts, c'est 23 centrales, donc pour 340 mégawatts, en grande partie achevées. Ils ont réalisé 18 centrales. On n'en parle pas beaucoup parce qu'elles sont de petite taille. C'est des petites tailles peut-être, mais pour le Sud, ce n'est pas de la si petite taille. Les centrales entre 5, 25, 30 mégawatts, c'est loin d'être négligeable. Le réseau Sud est un réseau donc séparé du Nord, donc faire 25-30 mégawatts, ça résout l'approvisionnement de petites villes, de villages, même de villes moyennes. Donc il faut en parler parce que c'est une expérience assez importante. Malheureusement, le retour d'expérience de ce programme qui doit servir les 22 000 mégawatts ou avant ces 4 000 mégawatts dont on parle n'est pas suffisant. On va évoquer le retour d'expérience, notamment pour la filière CSP, parce qu'on a déjà plusieurs années maintenant d'expérience à Hassi-R'Mel avec la centrale qui existe, hybride. Mais vous venez d'évoquer les 4 000 mégawatts. Le précédent gouvernement, dans lequel figurait le ministre M. Nourdine Boutelfa, avait lancé donc, le projet d'un appel d'offres pour 4 000 et quelques mégawatts en ENR pour l'énergie solaire. Et on a senti très vite qu'il y avait des difficultés. Il y a des acteurs qui se sont manifestés. Le président du FCE, notamment Mourad Louadah, pour les énergies renouvelables, qui a dit que la formule n'était pas bonne. Au cœur des critiques, ce lien que projetait de faire le ministre de l'énergie pour ceux qui bénéficieraient de ces contrats, pour réaliser 3 tranches à 1500 mégawatts la tranche à peu près, c'est de produire les équipements en Algérie en même temps que de générer de l'électricité. Et il semblerait qu'il y ait eu de vraies difficultés à faire passer cette conditionnalité, on va dire. Votre commentaire sur ce choix? Oui, deux points. Le premier point, d'avoir ces 4 000, il est prévu 3 lots. À mon avis, c'est une approche
qui peut paraître plausible, correct. On ne veut pas s'engager sur 4000 d'un coup. En bloc. En revanche, le fait d'avoir lié un projet de production d'électricité avec un métier donc, de producteur d'électricité indépendant et un projet industriel sur un seul lot me paraît très, très complexe parce qu'on va négocier avec des opérateurs qui seront très différents. Le producteur d'électricité n'a pas forcément l'expertise en matière de production de modules photovoltaïques. Et par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est lier la production d'électricité à la production de modules photovoltaïques. Il n'y a pas que les modules photovoltaïques. Ce qu'on devrait faire, c'est décomposer toute la chaîne de valeur du photovoltaïque ou d'une autre énergie renouvelable et voir les segments sur lesquels on peut avoir le maximum de valeur ajoutée et ne pas se focaliser uniquement sur les modules photovoltaïques et ne pas associer, ça c'est mon point de vue, production d'électricité et, j'allais dire, et projet industriel. Alors déjà, j'en appelle à votre expertise à l'international. Vous avez suivi des programmes en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. Est-ce qu'il y a des pays qui ont tenté de profiter du fait qu'il soit un marché pour générer de l'électricité verte, pour en profiter et localiser une industrie de la filière? Ah oui, tout à fait. Ce qu'on pourrait faire, c'est dans un appel d'offres, ça c'est fait, c'est donner la préférence à l'industrie nationale, à la production de biens d'équipement dans le pays, la production de services dans le pays, l'appel à l'expertise nationale, ça s'est fait. Même la Banque africaine a soutenu ce type d'appel d'offres où on fait appel à la préférence nationale. Et en revanche, j'allais dire, un appel d'offres où on couple, a posteriori, production d'électricité et projets industriels, c'est excessivement complexe. C'est complexe notamment parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est on s'adresse à un producteur d'électricité indépendant et on est en train de lui dire il faut aller chercher un producteur d'équipement et le ramener avec vous pour produire en Algérie. C'est ça qu'on est en train de lui demander. Tout à fait. Lui c'est ce qu'il va faire. C'est en fait négocier avec, éventuellement, si le projet est très, très alléchant, je pense qu'il le sera, avec un industriel, il prendra ce producteur d'électricité prendra très certainement sa marge. Et nous, en tant que pays, Algérie, on n'aura pas, j'allais dire, cette possibilité de négocier directement avec un industriel. Moi, je pense qu'il faut découpler et avoir un projet industriel complet. Donc vous dites, si c'est le maître d'ouvrage, si c'est le maître d'œuvre, donc l'État algérien, le ministère de l'Énergie, qui négocie directement avec les producteurs, il peut obtenir des prix de composants inférieurs à ceux que pourrait obtenir un producteur d'électricité indépendant? En fait, si on découplait les deux, on considère qu'on va lancer un appel d'offres pour la production d'électricité où on pourrait intégrer dans cet appel d'offres l'appel à la préférence nationale. C'est-à-dire, on va faire appel en priorité à des modules produits dans le pays, une force de travail locale, des services locaux, etc. Et négocier séparément un projet industriel de production d'équipements sur toute la chaîne de valeur. Il n'y a pas que les modules photovoltaïques, il y a des onduleurs, il y a des câbles, il y a beaucoup de... Les modules représentent en gros 25-30%. Dans un champ solaire photovoltaïque, vous pensez que le tissu industriel algérien peut pourvoir une partie importante de la valeur? Sur un grand projet. Les armatures, par exemple? Sur tout ce qui est support, support métallique, ce n'est pas négligeable. C'est des champs de... Si l'on considère des centrales de 100 MW, c'est plusieurs millions de panneaux. C'est plusieurs kilomètres. 1 MW, c'est à peu près 2 hectares. Tout le câblage, les onduleurs, la partie électricité, la partie maintenance. Donc, c'est tout cela. Même l'amont. Hein. Même l'amont, la recherche-développement doit être négociée avec un éventuel fournisseur d'un projet industriel complet. C'est beaucoup plus difficile de le faire avec quelqu'un auquel on demande et de produire de l'électricité à des coûts assez bas et de nous proposer un projet industriel. Il va
Ma suspicion, c'est qu'il va nous proposer un projet industriel au rabais. Ce risque existe. Ce risque existe, il est assez fort dans la mesure où il s'agit de deux métiers totalement différents. Alors, j'avais tenté de savoir s'il y avait des exemples dans le monde où on avait réussi à profiter de ces programmes-là pour localiser des activités. Est-ce que les Marocains, avec le projet de Ouarzazate et les 500 MW qui sont eux en partie en CSP, est-ce que eux ont réussi à imposer cela à leurs partenaires développeurs? Ce qu'ont fait les Marocains, le chiffre qui est donné pour le CSP, donc c'est le CSP, donc c'est la filière différente du photovoltaïque. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est à concentration, c'est surtout le verre. Ils ont réalisé, en gros, à internaliser 42%. C'est l'objectif ou ça a été réalisé? Non, ça a été réalisé, mais ces 42%, il faut les relativiser. C'est dans la partie qui n'est pas spécifiquement solaire, c'est la partie qui n'est pas noble, donc mais c'est déjà un chiffre assez remarquable. Tout le verre, tout a été importé, donc c'est un chiffre assez important, mais qui ne donne pas la maîtrise technologique. Tout ce qui est, j'allais dire, stratégique reste dominé par les fournisseurs étrangers. Par des fournisseurs étrangers. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est quand même, compte tenu de... Vous êtes d'accord pour considérer qu'il y a un facteur d'urgence, là, les exportations de gaz naturel sont en train de baisser, notamment parce que la demande domestique a beaucoup augmenté. On a besoin de soulager donc la production d'électricité par de l'électricité verte. Est-ce que, compte tenu de l'urgence, est-ce que vous considérez quand même que la priorité, c'est en ce moment plutôt de lancer ce programme, quitte à moduler ses ambitions en termes d'industrialisation? C'est-à-dire, on pourrait lancer ce programme sans nécessairement moduler le programme d'industrialisation. Peut-être il s'agit de stratégie, de dire nous sommes en train de lancer un des appels d'offres les plus importants au monde. Peut-être le premier lot, 1 gigawatt, c'est considérable. On va en faire un deuxième et un troisième. De la même taille. De la même taille, même plus qu'un gigawatt. En fait, on prévoit 4 gigawatts, donc c'est plus qu'un gigawatt. Donc on pourrait, donc avec un producteur, avec un industriel étranger, chinois, ou dire, vous avez un marché considérable. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer dans la mesure où on peut vous assurer, j'allais dire, un marché en expansion? Alors, vous assurez un marché en expansion, ça nous amène à la question des feed-in price. Est-ce que vous considérez que la bonne démarche, c'est de faire des enchères entre les partenaires ou de partir avec des prix proposés à l'achat et ensuite de voir ce que propose le partenaire? Écoutez, en Algérie, il y a déjà un tarif de rachat. Il y a un tarif de rachat public, connu, pour le photovoltaïque et pour l'éolien, avec même des capacités définies. Pour un tarif de rachat entre 1 et 5 MW et plus de 5 MW. C'est l'arrêté ministériel de 2014 qui n'a attiré personne. Donc, parce que pas assez rémunérateur? Moi, je pense qu'il y a un problème déjà de rémunération du kilowattheure. L'IBLE, c'est en dinars, il y a peut-être un risque de change. Je crois même que c'est ce qui est au cœur de la négociation. Et aussi, ce tarif de rachat, il est prévu qu'il y ait un tarif connu pour 5 ans et ensuite on va renégocier. Or, 5 ans est une période relativement courte. L'investisseur étranger n'a pas beaucoup d'expérience concernant le marché algérien. Donc, c'est pas sécurisant. Ce n'est pas très sécurisant, ce n'est pas suffisamment attractif. Et il aurait fallu d'abord tirer les leçons. Pourquoi est-ce que les investisseurs n'ont pas été attirés par ce tarif de rachat qui existe et que peu connaissent, même parmi certains experts. On n'en a pas fait la promotion. On leur parle de tarif de rachat, alors qu'il est tout à fait public, accessible online, très détaillé. Donc ça veut dire qu'il y a problème. En revanche, la partie... Et aussi le tarif de rachat, nous n'oublions pas, même s'il est très détaillé, peut vous lier. On a vu donc ce qui s'est passé en Europe. On a renégocié les tarifs de rachat parce qu'on a accordé donc des tarifs qui étaient, j'allais dire, qui ont permis de réaliser des profits assez substantiels. Notamment à cause du progrès technique. En revanche, les enchères,
les enchères peuvent vous donner la possibilité d'acquérir, d'acheter l'électricité au tarif le plus bas. Même dans les enchères, il faut se prémunir, hein, de dire voilà. Est-ce que justement ce risque des enchères n'est pas celui d'organiser une filière au rabais en amont? Parce que celui qui va vouloir être le plus bas pour avoir le marché va s'associer à un producteur de composants, si on reste dans ce schéma. Évidemment, vous préconisez de découpler, mais en supposant qu'on reste dans un tel schéma, est-ce que ce n'est pas aussi une prise de risque, le tarif aux enchères? Oui, c'est une prise de risque qui peut être atténuée avec un bon cahier des charges. Là aussi, on a besoin d'expertise. Et en matière, j'allais dire, au point de vue juridique, donc un quart de centime, comme on va parler de milliards de kilowattheures, aura un impact important. On a besoin vraiment d'excellents négociateurs. Et aussi le projet industriel en tant que tel. Hein, la façon dont le champ photovoltaïque va être installé, la façon dont les cales vont être enterrées. J'ai visité plusieurs usines. Donc il y a ce qu'on appelle des ingénieurs conseils qui vont superviser tous les travaux et s'assurer que tous les composants qui sont fournis répondent à des normes internationales. Généralement, maintenant, on accorde une garantie de 20 ans. 20, 25 ans, seulement ce n'est pas évident de faire valoir sa garantie. Si vous avez un problème avec le panneau, faire valoir sa garantie n'est pas évident parce que c'est à vous de prouver que le panneau est défaillant. Ça peut être de la poussière. Donc le fournisseur va vous dire non, c'est de la poussière. Donc il y a uniquement quelques centres pour expertiser le panneau. Ça nous ramène au retour d'expérience. À Hassi R'Mel, il s'est posé un problème d'efficacité des cylindres paraboliques pour le CSP, donc cette manière de produire de l'électricité solaire par la chaleur et non pas par le système photovoltaïque. Et il semblerait qu'il y a une exposition à la poussière qui a réduit de beaucoup le rendement du champ solaire de 25 MW à Hassi R'Mel. Vous pensez qu'en dépit de cela, l'avenir du CSP, on a eu un peu le sentiment que le gouvernement avait mis un peu en second rang le CSP alors que c'était la première expérience en Algérie, que son avenir est un peu assombri? Enfin, je ne pense pas qu'il soit assombri, mais ce que je crois, c'est que le CSP, la pénétration du CSP sera progressive. Si vous voulez avoir une idée au point de vue chiffre, en photovoltaïque, on est à peu près à 464, 440, 450 gigawatts en 2015. Fin 2015. Dans le monde. En CSP, dans le monde. En CSP, on a 5 gigawatts. Mais on a progressé très vite ces quelques dernières années. Le CSP coûte encore assez cher. En gros, par kilowattheure, 2,5 fois à 3 fois. On peut citer les tarifs moyens. Disons un tarif maintenant, on peut trouver, c'est-à-dire un kilowattheure photovoltaïque à entre 6 cents et 10 cents de dollars. De dollars. Le CSP, il faut compter au moins le double. Mais ça baisse assez rapidement. En revanche, ce que permet le CSP, et là c'est un élément important, donc cette centrale thermodynamique, d'avoir un stockage. Et à titre d'exemple, la plus grande centrale CSP au Maroc, avec 3 heures de stockage. Or, l'électricité stockée peut coûter un peu plus cher que l'électricité qui est vendue pendant la période qui n'est pas de pointe. Donc là, il faut aussi prendre en considération cet élément qui va permettre justement de réduire la contrainte de l'intermittence qu'on évoquait au début de l'émission. Oui. Alors, l'autre critique qui a été faite à la démarche du gouvernement, notamment à travers le projet de Nordine Boutelfa, c'est d'avoir maintenu des acteurs publics au cœur du dispositif pour le développement de ce programme de 4000 gigawatts, avec des 4000 mégawatts, avec Sonatrach et Sonelgaz, et de ne laisser que la partie congrue aux acteurs privés. Est-ce que, de votre point de vue, de ce que vous connaissez des expériences ailleurs dans le monde, est-ce qu'on devrait faire plus confiance aux acteurs privés, notamment algériens, dans le cas de l'Algérie? Écoutez, les pouvoirs publics doivent assurer leur rôle, fonction de pouvoir public, c'est-à-dire de contrôle, de régulation. En revanche, quand il s'agit de production, c'est des investissements colossaux, donc c'est de la ressource financière rare.
l'on va utiliser, d'autant plus que les prix du brut, donc actuellement, dépassent difficilement les 54-55 $, disons. À mon avis, on devrait faire confiance aux acteurs privés. Et c'est la seule manière véritablement de tisser, de développer un tissu d'acteurs privés, professionnels, en mesure, j'allais dire, d'accompagner le déploiement des énergies renouvelables à grande échelle, qu'il s'agisse de photovoltaïque ou bien de CSP. On a des entreprises qui ont une expérience préalable dans le... Là aussi, j'ai envie de faire référence encore à l'expérience marocaine. Le Maroc a sélectionné un développeur saoudien. Oui, c'est... Pour le champ de Ouarzazate, il en est resté quoi pour les entreprises marocaines? Tout à fait, c'est une entreprise qui s'appelle Aqua Power, c'est saoudienne. Cette entreprise s'est bien sûr retranchée derrière son cahier des charges et son obligation de fournir un kilowattheure selon le prix convenu. Mais en même temps, si... C'est retranché donc pour choisir sa sous-traitance à sa main. Voilà, c'est-à-dire la sous-traitance, même si le chiffre que j'avais évoqué, qui reste à vérifier, de 42%, qui me paraît peut-être assez élevé, mais c'est le chiffre qu'on retrouve dans la littérature et qui est souvent avancé donc, par les agences publiques marocaines. Cela ne concerne pas la partie noble de la filière. On connaît un peu cette problématique dans l'assemblage automobile. Oui. Par conséquent, un projet industriel où la partie noble est prise en charge, quand je dis la partie noble, c'est la partie qui va permettre de s'affranchir, j'allais dire, de la dépendance vis-à-vis des grandes firmes. Et pour l'éolien, je dis pour l'éolien au Maroc, la Banque africaine a poussé, j'allais dire, la préférence nationale. Et il y a des entreprises qui fournissent des composants dans une éolienne? Par exemple, au Maroc, il y a des mâts qui sont produits. Il y a des capacités pour l'éolien. Il y a des capacités très importantes en matière de mâts. Une unité de turbine doit démarrer donc, au Maroc. Donc il y a des capacités loin d'être négligeables au Maroc, au moins pour la partie Monsieur Khennes, éolienne. est-ce qu'on peut imaginer pouvoir utiliser les turbines de General Electric? Il va en produire en Algérie suite à l'accord avec Sonelgaz, donc la région de Batna. Est-ce qu'on peut imaginer pouvoir les utiliser dans les centrales CSP? Parce que ça finit avec une turbine. Le CSP, c'est de la vapeur qui vient du champ solaire et qui fait tourner une turbine pour produire de l'électricité. Est-ce que c'est compatible? Oui, il faut voir de toute façon la taille, même si ce n'est pas tout à fait compatible, les ajustements ne seront pas très importants. Tout à fait, le fait qu'on ait une production de turbines constitue un atout assez important. Oui, parce qu'il y a eu la critique qui a été faite au ministère de l'Énergie, selon laquelle il y avait une surdimension et que cet investissement allait se cracher parce qu'il y a la capacité, parce que c'est orienté vers le gaz naturel et le gaz naturel risque de ne plus suffire pour générer toute l'électricité dont l'Algérie a besoin. On va finir cet entretien avec les perspectives dans le monde et dans la région. Alors, évidemment, les exportations en hydrocarbures ont vocation à baisser dans les prochaines décennies. Ça peut même aller beaucoup plus vite que redouté. Il y avait cette espérance avec Desertec de trouver très vite un marché de substitution avec l'importation européenne d'électricité verte. Ça s'est tassé, ça c'est un peu lié à la conjoncture de l'après-crise financière. Est-ce que vous, de votre point de vue, je rappelle à nos amis auditeurs, je ne l'ai peut-être pas dit, mais vous vivez en Grande-Bretagne, est-ce que vous avez le sentiment que les Européens sont prêts à importer, non plus du gaz pour produire de l'électricité, mais à importer directement de l'électricité solaire ou éolienne à partir de l'Afrique? Les Européens seraient intéressés à importer de l'électricité si les prix proposés étaient très bas. Or, il se trouve qu'actuellement, il y a conjoncturellement beaucoup d'excédents. Par exemple, le Maroc importe de l'électricité renouvelable
très peu d'Algérie, mais beaucoup de l'Espagne, parce que l'Espagne a des excédents assez importants d'énergie renouvelable, notamment d'éolien. Et comme le marché européen est très intégré, donc on retrouve des excédents d'électricité donc renouvelable et hydraulique dans les pays scandinaves. Il y a aussi des excédents, même s'il ne s'agit pas de renouvelables, d'électronucléaire, donc dans des pays comme la France. Donc les perspectives d'exportation d'électricité verte vers l'Europe à court terme, ces perspectives sont assez limitées. Mais il y a cette directive de l'Union européenne des 3x20 qui fait qu'il y a une obligation à un moment donné à consommer plus d'électricité verte. Tout le monde n'est pas à ces 20% dans sa balance énergétique et peut-être que tout le monde ne peut pas générer suffisamment. Enfin, on ne parle pas de l'Allemagne ou du Danemark ou de l'Espagne, mais il peut y avoir des pays comme l'Italie, comme la France, si elle doit faire une désescalade du nucléaire, qui aurait peut-être, d'ici 2050, besoin de compenser le manque d'énergie renouvelable. Oui, d'autant qu'il y a un paramètre prix qui fait que peut-être du solaire du Sahara soit moins cher que l'éolien du nord de l'Europe. Ce que je disais sur les 10 prochaines années, les perspectives d'exportation seront faibles. Il faut raisonner un petit peu. Je pense moi, j'étais un peu au-delà. Vous avez bien fait de souligner à l'horizon 2050. Nous n'oublions pas pour la partie solaire CSP qu'on évoquait, donc filière qu'on appelle très communément thermodynamique, nous disposons d'une rente. En Europe, on ne peut pas produire de l'électricité solaire à partir donc, de la filière CSP parce qu'il faut de la forte irradiation, il faut de la concentration. Donc on dispose d'une rente fantastique. C'est pour cela que Desertec, que vous aviez évoqué au début, se focalisait sur la filière thermodynamique et la région MENA, donc Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc là, il y a effectivement des possibilités de production à très grande échelle, donc d'électricité et possibilités d'exportation d'un kilowattheure à bon marché vers l'Europe. Mais ça va être à partir, donc il faut compter une dizaine d'années. On n'a pas encore, au moins en Algérie, de centrales CSP de grande dimension. Le Maroc a 160 MW et va construire 160 et encore 150. C'est assez faible pour envisager une exportation substantielle vers l'Europe dans les 10 prochaines années. En revanche, si l'on raisonne sur l'horizon de 2050, il y a effectivement des perspectives d'exporter un kilowattheure vert à un prix assez intéressant, à condition d'avoir cette stratégie et de production d'électricité et un projet industriel. Il y avait aussi, pendant longtemps, un handicap, c'est les déperditions sur les grandes lignes de transport. Je crois que de ce côté-là aussi, les progrès techniques font que les déperditions sont plus faibles. On travaille sur des projets même des lignes à très très haute tension, ultra haute tension, de manière à diminuer les pertes sur les réseaux. Et il y a les études donc, de Desertec à l'époque qui ont été menées. Donc on peut envisager un réseau intégré qui part très loin à partir de l'Afrique du Nord. Tout à fait, si l'on raisonnait sur le très long terme. Pas sur j'allais dire, à partir des années, disons, de 2030. Envisager donc des exportations à très grande échelle d'électricité vers l'Europe. Au départ, on envisageait ça à court terme. Je pense qu'il faut être assez réaliste, car le développement des énergies renouvelables en Europe a été beaucoup plus rapide qu'on le pensait, en dépit, j'allais dire, du retrait de l'électronucléaire de l'Allemagne. L'Allemagne va complètement se retirer du nucléaire à partir, je pense, de 2022-2023, ce qui est relativement court. Mais en revanche, l'Allemagne a beaucoup développé sa capacité renouvelable, notamment photovoltaïque. Et il faut également parler peut-être d'un point qu'on n'a pas mentionné ici, c'est tout le photovoltaïque sur le toit, ce qu'on appelle le solaire sur le toit. Mais là, ça suppose également toute une législation à mettre en place. Pour que le domestique devienne fournisseur du réseau. Et c'est ce qui va permettre justement aux domestiques de s'intéresser aux renouvelables, car on peut produire son énergie et exporter dans les moments son excédent versationnel gaz, qui permettra, dans le cas de l'Algérie ou même les autres pays du Maghreb, un peu d'écrémer ce qu'on appelle cette pointe qui nous coûte très très cher.
Oui, dont on parle beaucoup, effectivement, ça devrait pouvoir le faire. Vous avez été, M. Ismaël Khennas, coordinateur du PNUD en Afrique subsaharienne. Est-ce que l'Algérie a un rôle à jouer dans le développement de la production énergétique chez ses voisins d'abord, hein, qui ont des bilans énergétiques assez complexes, avec une offre qui est largement insuffisante? Qu'est-ce que peut faire le tissu industriel, l'expertise algérienne dans le domaine auprès de ses voisins? Tout à fait. Il y a une demande extrêmement forte en matière, j'allais dire, d'énergie renouvelable en Afrique subsaharienne, notamment en photovoltaïque. Parce que c'est déconcentré. C'est déconcentré parce que tout simplement le kilowattheure produit en Afrique subsaharienne, dans la plupart des pays subsahariens à partir d'énergie fossile, coûte très cher. Il y a beaucoup de pays qui sont enclavés, donc il y a une demande qui est très très forte. Et en centrale, j'allais dire solaire photovoltaïque, et également en expertise. L'Algérie, jadis, bénéficiait d'une certaine notoriété dans la mesure où beaucoup d'experts actuellement qui travaillent en Afrique subsaharienne ont suivi des formations en Algérie. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de suivi, donc il y a une demande, et même l'expertise actuelle en Algérie pourrait être transférée vers les pays de l'Afrique subsaharienne. Seulement, c'est ce qu'il ne faut pas l'oublier, il s'agit d'un marché très compétitif, appel d'offres, il y a beaucoup de lobbying. Ce n'est pas un marché qui va s'offrir à nous, même si on dispose d'une certaine expertise. Donc c'est à mon avis, les pouvoirs publics devraient soutenir le secteur privé pour justement aller vers le marché subsaharien en matière d'énergie renouvelable. La demande est très très forte, et tous les pays subsahariens ont des plans de pénétration d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique. Je vais vous poser une question, on va dire, politiquement incorrecte. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités algériennes ont intégré cette nécessité d'accélérer la transition réellement, ou est-ce que c'est juste une posture et un discours? J'en veux pour illustration le fait, par exemple, que M. Youssef Yousfi, au moment où il est arrivé en 2011-2012, est allé à Houston pour vendre en priorité le potentiel de gaz de schiste en Algérie. Et quand on met le développement du gaz de schiste versus le développement du solaire, on a quand même le sentiment que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile, et peut-être avec une rente inférieure dans le cas du gaz de schiste. D'où cette question, est-ce que vraiment des contacts que vous pouvez avoir, de ce que vous lisez, est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics en Algérie ont intégré réellement cette nécessité d'aller vers le renouvelable dans la transition? Je pense que les pouvoirs publics ont eu cette vision, donc matérialisée par des chiffres assez ambitieux. En revanche, quand on regarde le concret, les faits, force est de constater que les pouvoirs publics n'ont pas énormément fait pour arriver justement à un mix électrique où la part des énergies renouvelables va occuper une part substantielle. C'est d'autant plus dommageable que notre système, notre modèle de consommation utilise de plus en plus d'électricité. Il y a bien sûr les ménages, mais n'oublions pas les transports. Le réseau ferroviaire, les trams, le métro vont utiliser de plus en plus d'électricité. Donc, à mon avis, je dirais non, on n'a pas suffisamment fait pour justement arriver à une situation où on aurait de manière effective des énergies renouvelables produites à un prix compétitif, adossées à un prix industriel, et qu'on injecterait de manière rentable dans le réseau. Donc il y a encore beaucoup à faire. Peut-être qu'il faudrait encore ouvrir davantage le débat, associer davantage le secteur privé, la société civile. Beaucoup de ménages ne savent pas qu'on pourrait... Et si on vous disait que le meilleur stimulant, c'est encore une ou deux années de très faible prix du pétrole? Oui, enfin, je ne souhaiterais pas cela. Cependant, ça peut être incitatif. Il ne faut pas s'attendre, j'allais dire, à une reprise un $80 d'ici 3-4 années très, très
peu probable. Donc nous en sommes à 55, on est heureux d'avoir 55. Donc notre rente s'épuise. Le revenu par tonne équivalent pétrole n'est pas aussi important que jadis. Les prix du renouvelable baissent. Il y a des opportunités industrielles fantastiques à saisir pour peu qu'on ait une vision, une stratégie, qu'on associe les opérateurs. Donc c'est cette mécanique, c'est ce schéma qu'il faudrait donc mettre en place et discuter et raisonner de manière froide. Quel est notre avantage comparatif et quel est notre intérêt à moyen et long terme, et quelle place du secteur privé, et aussi avoir cette vision qui va au-delà de l'Algérie, donc l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Monsieur Smaïl Khelnas, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct, le premier invité du direct de cette nouvelle saison. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.